Merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce webinaire Hack Biodiversité. Là, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter cette méthodologie qui vient du coup d'être publiée, méthodologie coportée ADEME ou FB. On avait un créneau d'1 heure et demie, donc on va voir comment on tient dans le temps, mais a priori, on sera plutôt sur 45 minutes de présentation et on vous laissera ensuite 15 minutes de questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'espace Q&R. Et on fera remonter les questions du coup pour y répondre à la fin de la présentation. Donc on peut commencer. Donc je me présente. Donc moi je travaille à l'OFB sur la méthodologie Hack Biodiversité. Je m'appelle Tismadek. Je suis au sein de la direction acteurs citoyens sur la mobilisation des entreprises. Et donc voilà, donc c'est une méthodologie qu'on a coportée ADEME OFB. Donc je vais laisser Anatole de l'ADEME se présenter. Oui, merci Lise et bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, c'est une méthode qui est un projet qui est coporté entre l'ADEME et l'Office français de la biodiversité. Et donc de mon côté, je travaille à l'ADEME dans le service direction, adaptation, aménagement des territoires et trajectoire bas carbone. Et donc c'est un projet qu'on a débuté il y a presque 3 ans à présent et dont on va vous présenter aujourd'hui la première version finale post-expérimentation. Et pour ma part, je suis donc chef de projet et développeur méthodologique sur la biodiversité. Alors. Du coup, on a un sommaire assez dense, parce que l'idée, ça va être vraiment de vous présenter la méthodologie dans son détail. On va essayer d'être le plus vulgarisé possible. Donc d'abord, on va représenter un peu les bases de pourquoi aujourd'hui la biodiversité est un enjeu pour les entreprises et pour toutes les entreprises. Ensuite, on vous présentera le cadre Hack Biodiversité, donc cette version en effet post-phase pilote. On fera ensuite un retour sur la phase pilote et puis ensuite on parlera des prochaines étapes, mais aussi de comment se faire évaluer, comment concrètement la méthodologie va prendre vie et comment les entreprises vont pouvoir se faire évaluer avec biodiversité. Et ensuite on aura une partie Q&R. Donc pour débuter, pourquoi la biodiversité est un enjeu aujourd'hui qui est majeur pour les entreprises? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'IPBES a réalisé sa première évaluation mondiale cette année sur les liens entre entreprises et biodiversité. Ça a été publié au début de cette année. Et un des constats majeurs, c'est que toutes les entreprises dépendent de la biodiversité et ont un impact sur celle-ci. Donc peu importe le secteur, peu importe leur taille, vraiment toutes les entreprises sont concernées. On a aussi le World Economic Forum qui estime que l'érosion de la biodiversité est le troisième risque le plus important pour l'économie et les sociétés humaines. Et on a aussi la Banque centrale européenne qui estime que 3/4 des entreprises européennes dépendent de manière critique des services écosystémiques et donc seraient confrontées à des problèmes économiques majeurs et importants en raison de la dégradation des écosystèmes. Et donc ça concerne à peu près ça concerne beaucoup d'entreprises. Du coup, voilà, aujourd'hui, c'est assez clair que la biodiversité est un enjeu majeur pour les entreprises, qu'elles ont à la fois un impact sur cette biodiversité, mais qu'elles en dépendent de manière critique. Et donc, se saisir de ce sujet dès aujourd'hui est crucial pour la pérennité des modèles d'affaires et des entreprises. Pour mettre un peu les bases, les entreprises, du coup, comme on le disait, elles ont un impact sur la biodiversité et elles dépendent aussi de la biodiversité. Et donc, l'érosion de la biodiversité crée des risques pour les modèles d'affaires, mais crée aussi des opportunités sur notamment les risques de transition. On peut prendre l'exemple de la non-conformité des fournisseurs à l'EUDR. Donc l'EUDR, c'est un règlement sur la non-déforestation. Si les fournisseurs ne répondent pas à cette réglementation, par exemple, cela peut provoquer
un changement dans la chaîne de valeur et donc des surcoûts engagés dus à ce changement. Donc ça peut être un des risques de transition important, un exemple de risque de transition. Et à l'inverse, les entreprises reposent sur la biodiversité dans leur business model. Et donc, par exemple, si on a un des risques physiques, si on peut donner un exemple, ça serait l'effondrement des pollinisateurs qui pourrait créer une pénurie de l'approvisionnement agricole et une hausse des prix. Donc, ça impacterait toutes les entreprises qui sont dépendantes, pour cet exemple de commodités agricoles. Et donc voilà, donc c'est vraiment un enjeu majeur pour assurer la vulnérabilité des chaînes de valeur, pour diminuer la vulnérabilité des chaînes de valeur et réduire l'impact sur la biodiversité. Donc c'est vraiment un, un cercle de cause à effet. Et sur les opportunités, se saisir du sujet biodiversité, ça peut apporter plein de choses positives pour les business models et pour les chaînes de valeur des entreprises. Donc on a mis quelques exemples, mais notamment si une entreprise, on sait aujourd'hui que la demande peut évoluer favorablement dans des produits qui ont de moins en moins d'impact et qui préservent et conservent la nature. Et donc on sait aussi que le fait de valoriser des produits qui sont dits durables, dits respectueux de l'environnement, ça peut aussi donner accès à un nouveau segment de clientèle et donc ça peut être vu notamment comme une opportunité. Donc ça, c'est des exemples et c'était un peu pour rappeler pourquoi c'est important de se saisir de ce sujet en tant qu'entreprise. Et quand on parle d'impact sur la biodiversité, on considère les 5 facteurs d'érosion qui ont été identifiés par l'IPBES. Donc, on a tout d'abord le changement d'usage des terres et des mers, donc qui est le changement d'usage des terres, mais aussi la dégradation des habitats, que ça soit via l'artificialisation, la fragmentation, la déforestation, etc. On a la surexploitation des ressources naturelles, que ça soit via la surpêche, le braconnage, etc. On a les pollutions, tout type de pollution, pollution de l'eau, de l'air, du sol, plastique, mais aussi les pollutions sonores et lumineuses qui sont intégrées. On a bien évidemment le changement climatique, les émissions de CO2, et également les espèces exotiques envahissantes via l'introduction volontaire ou involontaire de ces espèces. Et donc ces 5 facteurs causent l'érosion de la biodiversité, et donc s'ils ne sont pas réduits, on l'a vu avec le schéma précédent, les chaînes de valeur des entreprises et les modèles d'affaires que l'on connaît aujourd'hui vont être fortement vulnérables et mis à l'épreuve. Aujourd'hui, on vous présente une méthodologie qui est coportée ADEME-OFB, donc on trouvait ça intéressant de vous rappeler que du coup, climat et biodiversité sont des crises qui sont interdépendantes. Le changement climatique est un des 5 facteurs d'érosion de la biodiversité, et aussi sur le changement d'usage des terres et des mers. On sait que les écosystèmes sont des véritables puits de carbone mondial, et que le changement climatique aussi a un impact direct sur la santé des écosystèmes. Donc tout ça est lié, et aujourd'hui voilà, on adapte la méthodologie climat à la biodiversité, mais on sait que voilà, à terme, il faut vraiment adresser ces crises de façon complémentaire et ne pas le faire en silo. Merci Lise. Effectivement, c'est important de rappeler qu'effectivement aussi ce partenariat, il est aussi le résultat en fait de cette volonté de décloisonner les expertises entre effectivement l'ADEME qui historiquement est plus sur le climat, donc avec ces deux jambes adaptation et atténuation, et l'Office français de la biodiversité, donc sur la biodiversité. Et donc, si on passe peut-être à la prochaine slide, peut-être rappeler, donc ACT à la base, effectivement, est une méthodologie sur l'atténuation au changement climatique, donc depuis 2015, et qui a été amendée de différentes extensions plus récemment pour justement compléter la partie atténuation d'une partie adaptation au changement climatique, dont on voit récemment l'importance, et dans les années à venir. Et donc cette méthodologie créée en 2015, elle avait pour but, et elle a toujours pour but, d'évaluer le plan de transition des entreprises, donc de manière sectorielle, puisque les enjeux de décarbonation sont sectoriels, et de pouvoir donc évaluer la crédibilité et la robustesse des plans de transition des entreprises sur cette thématique. Et donc c'est quelque chose qu'on a poursuivi, ça c'est la slide d'après, sur différents secteurs et thématiques,
Pardon, mais ça sera la slide d'après, mais on peut rester sur celle-là. Et donc là, sur la biodiversité. J'ai rajouté cette slide un peu au dernier moment pour rappeler effectivement qu'il y a deux types de méthodes. C'est vrai que souvent, enfin, il est important de le rappeler. Là, on va vraiment parler de la partie acte évaluation. Donc, c'est pour les entreprises qui ont déjà une stratégie, qui ont déjà un plan de transition. Et donc, on évalue ici la crédibilité et la robustesse de ce plan de transition. Et on a une autre méthodologie qui est acte pas à pas, qui est là pour accompagner la construction d'un plan de transition et d'une stratégie climat et donc également biodiversité. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est acte biodiversité évaluation et suivra notamment à la suite de la clôture de ce développement méthodologique qui est en ce moment, le développement de acte pas à pas biodiversité. Donc on rappellera quelques éléments à la fin de ce webinaire. Quand je parlais de couverture méthodologique, donc on a une couverture sectorielle sur le climat qui est complète, générique également. On a des entreprises qui ne sont pas dans tous ces secteurs là qui peuvent quand même être évalués. Et je le mentionne parce que dans biodiversité, c'est la même idée. On va avoir des secteurs qui sont plus couverts spécifiquement, comme l'agriculture, la chimie, la construction, l'énergie. Mais les entreprises ne figurant pas dans ces secteurs-là peuvent aussi être évaluées à travers une méthode qui est générique. Voilà, donc ça, c'est pour un peu un spectre des méthodes qu'on développe et de l'expertise présente. Concernant Hack Biodiversité, euh, et peut-être pour rebondir d'ores et déjà sur le fait, je vois qu'il y a une question sur pourquoi Acte Papa Biodiversité n'existe pas encore. Parce que traditionnellement, on part plutôt du cadre Acte Évaluation qui donne le cadre général qu'on veut atteindre. Et du coup, on fait le chemin inverse. On va développer Acte pas à pas pour arriver à la stratégie idéale avec notre cadre de référence qui va être Acte Évaluation. Donc là, on est bien sur Acte Biodiversité Évaluation, comme on l'a dit, qui est co-construite entre l'OFB et l'ADEME. Alors évidemment, comme toute méthode, on a des parties prenantes qui ont été impliquées tout au long du développement. Il y a eu une expérimentation avec 13 entreprises. On détaillera les résultats notamment tout au long du webinaire. Euh, et donc ça, c'est évidemment garant de la crédibilité aussi de la méthode pour qu'elle soit aussi opérationnelle, d'autant que sur la biodiversité, il y avait des vrais enjeux d'opérationnalité qu'il y avait aussi sur le climat. Mais sur la biodiversité, comme vous le savez, il y a 5 leviers de pression qu'il faut décliner sur les opérations directes et l'amont. Et donc, voilà, c'était important de s'assurer que c'était bien aussi une méthodologie qui puisse s'appliquer sur le terrain, évidemment, et être utilisée, parce que c'est vraiment ça le but. Le but d'Act Biodiversité, c'est le même que sur Acte Climat, un plan de transition nature, et en évaluer donc la crédibilité toujours. Alors, sur le climat, on est vraiment sur une logique atténuation. Sur la biodiversité, c'est réduire, mais c'est aussi restaurer. L'un ne peut pas aller sans l'autre sur la biodiversité, et c'est des choses qu'on va retrouver dans la méthode. On parlait tout à l'heure du climat, effectivement, avec son effet sur les leviers de pression. Voilà, on sait que des solutions climat sont aussi des solutions biodiversité et à l'inverse. Et donc, on a aussi voilà, intégré des éléments sur les solutions fondées sur la nature, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, en sus de l'évaluation de critères de réduction des pressions sur les leviers de l'IPBES, les leviers de pression de l'IPBES. Pour passer un petit peu plus en détail et aller au cœur de la méthode. Euh, je crois que Lise, tu voulais prendre peut-être la suite là-dessus. Ouais. Oui, merci Anatole. Du coup, cette slide, elle résume un peu hein, le corps de la méthodologie Acte Biodiversité, qui est aussi le même squelette que pour Acte Climat. Du coup, c'est une méthodologie générique, enfin, donc on a une version générique, mais qui dispose d'indicateurs spécifiques pour les 4 secteurs les plus impactants pour la biodiversité, donc agriculture, construction, industrie chimique et énergie. On reviendra après par la suite pour vous donner exactement où se trouvent ces indicateurs sectoriels. Du coup, sur les données d'entrée, c'est à la fois des données brutes, mais aussi ce qui est demandé dans le cadre de la CSRD, et aussi et surtout, et on y reviendra juste après, mais une analyse de matérialité, de double matérialité, parce que c'est vraiment important dans la méthodologie Acte Biodiversité. Du coup, la méthodologie, elle permet d'évaluer la robustesse des plans de transition nature des entreprises et de toujours en fait les objectiver par rapport à des par rapport à des cadres de référence, c'est-à-dire l'entreprise elle met en place des choses, mais
est-ce que c'est suffisant d'un point de vue de la biodiversité? Et c'est vraiment l'objectif de Hack Biodiversité. Et du coup, on va évaluer tout ça via un score qui est en 3 temps. Donc d'abord, un score de performance qui est sur 100, qui a l'objectif d'évaluer un peu tous les sujets stratégiques de l'entreprise. On reviendra dans le détail, mais ça va des objectifs, des cibles qui guident un plan de transition, à la structuration du management sur les sujets biodiversité, à l'engagement client, mais aussi à la structuration du modèle d'affaires. Donc, on essaye assez d'être exhaustif sur les sujets stratégiques de l'entreprise. Donc, ça, c'est sur 100. Ensuite, on a le score narratif qui, là, va se baser sur le modèle d'affaires de l'entreprise et sa stratégie par rapport au scénario nature. Est-ce que l'entreprise se pose des questions d'évolution de son modèle d'affaires, voire de changement en fonction de l'érosion de la biodiversité? On évalue aussi les risques qui sont associés au business model de l'entreprise. Il y a aussi un travail qui est fait pour voir s'il n'y a pas des sujets de réputation par rapport à l'érosion de la biodiversité. On évalue aussi la cohérence et la crédibilité dans ce score narratif de toutes les données qui sont fournies sur ce cadre. Et enfin, et on l'a ajouté suite à la phase pilote, on a ajouté une évaluation de la qualité de l'analyse de matérialité, puisque on y reviendra juste après, mais vu que cette analyse de matérialité est capitale pour l'évaluation ACT, il faut que dans un premier temps, on soit sûr qu'elle soit de bonne qualité. Donc, c'est à la fois une évaluation à titre narratif, donc c'est pas aussi fort et aussi pondérant qu'un score de performance, mais ça nous permet d'évaluer la qualité de l'analyse de matérialité et en même temps de donner un peu des guidelines de qu'est-ce qu'une bonne analyse matérialité biodiversité aujourd'hui pour les entreprises. Et enfin, on a un score de tendance qui, là, est basé sur les notes des indicateurs qui sont des indicateurs qui regardent vers l'avenir, donc tout ce qui est formation du capital humain, investissement, etc., et qui nous permettent, et aussi les cibles et autres, qui nous permettent d'estimer si le score de l'entreprise, si l'entreprise refait son évaluation 3 ans après, par exemple, si le score peut plutôt s'améliorer, se stabiliser ou se dégrader. Donc, je le disais, l'analyse de matérialité, elle est vraiment cruciale pour Hack Biodiversité, puisque du coup, le consultant qui évalue une entreprise doit tout d'abord sur l'outil rentrer les niveaux de matérialité associés aux enjeux biodiversité pour l'entreprise. Et en fait, ça va conditionner l'évaluation puisque ça pondère les indicateurs associés. Et donc, donc si une entreprise est très matérielle sur l'amont de sa chaîne de valeur, alors tous les indicateurs qui concernent l'amont seront davantage pondérés que ceux des opérations directes, par exemple. Donc, on a cette première pondération par rapport aux opérations directes et à l'amont. Et ensuite, on a aussi une pondération selon les 5 facteurs de pression. Donc, si une entreprise est plus matérielle sur l'eau que sur le changement d'usage des terres, alors tous les indicateurs liés à l'eau seront davantage pondérés. Donc ça, c'est assez important. C'est pour ça que l'analyse de matérialité, dans l'idéal, elle doit être de qualité. Et sinon, de toute façon, il y a des guidelines dans la méthodologie. Et donc, ça permet aussi d'avoir une note qui reflète les enjeux spécifiques liés au modèle d'activité de l'entreprise. Donc, un peu une évaluation qui est adaptée au contexte de l'entreprise. À noter que là, pour le moment, au niveau du scope, on est sur l'amont et sur les activités directes de la chaîne de valeur et pas encore sur les enjeux aval du fait de manque de maturité de manière générale de la science sur ce sujet, mais on l'a bien en tête pour la suite. Et je te laisse, Anatole, prendre la suite. Merci. Donc pour la suite, effectivement, de la méthodologie, là, on est sur la partie donc performance et sur les objectifs, donc qui est toujours aussi dans l'idée chronologique d'un plan de transition, c'est-à-dire on commence par les objectifs, parce que c'est ça qui va guider ensuite le plan d'action. Et donc là, ça va être divisé entre les opérations directes, donc les objectifs de réduction des pressions sur les opérations directes, et la même chose de façon miroir sur les opérations amont, sachant que effectivement, il y a aussi, ça va dépendre évidemment du secteur, mais il y a beaucoup de pressions sur la biodiversité qui vont être sur l'amont, avec le sourcing des matières premières, notamment par exemple. Et donc là-dedans, on a utilisé différents cadres qui vont venir justement capturer les dimensions
qui vont être matériels pour l'entreprise en fonction des 5 leviers de pression de l'IPBES. Là-dessus, on a utilisé différents cadres et ceux qu'on trouvait les plus robustes et opérationnels à date. Donc, pour changement d'usage des termes, on a beaucoup utilisé le cadre Science-Based Target for Nature avec les, les consultations publiques les plus à jour. Donc, on a notamment voilà, des indicateurs sur les sols, sur l'engagement paysager, sur ce qui est appelé donc les Land Quality et Land Quantity Target. Donc, un mélange d'approches qui permet d'avoir justement une plus grande couverture des enjeux, qui n'était pas présente justement dans la partie expérimentation pour des raisons d'acquisition de connaissances, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas encore eu de publication sur, du moins de la part de SBTN sur ce sujet. Donc ça, on va venir demander ça sur les opérations directes ou sur les opérations amont en fonction de si ces thématiques sont matérielles pour l'entreprise. On va venir évaluer aussi évidemment tout ce qui va être exploitation directe, avec un enjeu souvent matériel pour beaucoup d'entreprises qui va être le prélèvement d'eau. Donc là, on sait que c'est complexe d'avoir des données là-dessus, donc on a fait justement un gros travail pour essayer de venir récompenser, capturer aussi les démarches d'engagement pour obtenir de la donnée et pas forcément sanctionner quand il n'y a pas de données, ce qui était plus le cas dans la première version. Et du coup, on a vraiment intégré aussi des retours intéressants des parties prenantes. On va avoir aussi donc des sous-dimensions sur la réduction des prélèvements et aussi tout ce qui va être euh, la réduction des commodités à fort impact dans ce biome-là. Sur les pollutions, qui est aussi évidemment un facteur de pression extrêmement important, là également, c'était quelque chose qui était extrêmement important, mais qu'on avait du mal à capturer dans la première version. Donc là, on a aussi mis à jour avec des nouveaux éléments de la guidance SBTN, donc sur l'eutrophisation, sur la toxicité sur les sols, sur tout ce qui va être aussi déchets, donc notamment plastique et autres. Et donc là, c'est des choses qui fonctionnaient déjà plutôt bien, notamment sur le plastique dans la première version, qu'on a re-amendé avec le retour des différentes entreprises. Sur le changement climatique, on n'avait pas trop de surprises, puisque Act a déjà été testé plus de 15 fois, donc là, ça fonctionnait très bien. Et les espèces exotiques envahissantes, on les a réintroduites après l'expérimentation, mais pas sur le volet target. L'Office français de la biodiversité disposant d'une forte expertise sur le sujet, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas pertinent pour le module objectif, mais ce sera bien présent dans les opérations directes, donc le module 2 et le module 4. Voilà pour cette partie. Important de mentionner aussi que là, vous voyez la partie pression. Dans ce module-là, il y a aussi une partie qui va viser à évaluer la présence d'indicateurs d'état de la nature. Et ça, c'est vraiment une approche double qui va être en filigrane de toute la méthodologie pour pas avoir seulement une approche pression. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a complété pour effectivement aller bien dans cette logique de diminuer les pressions et de restaurer aussi, enfin de suivre en tout cas l'amélioration de l'état de la nature. Et donc, ça, c'est des choses qu'on demande pour les opérations directes et l'amont également, sur le module target. Derrière, il y a évidemment la guidance qui est développée dans la méthodologie. C'est des choses qui sont assez longues, donc là, on est assez succinct et ça permet de donner l'idée de la méthodologie. Mais je vous invite évidemment à regarder plus en détail. Si la méthodologie est assez grosse, voilà, on a fait un sommaire avec des liens qui permettent d'aller directement dans les sections idoine, donc n'hésitez pas voilà, aussi à aller regarder les sections qui vous intéressent. C'est aussi l'idée. Dans le module 2 sur les opérations directes, là, on a changé beaucoup, notamment le 2.2. Alors, comme le module 2, enfin, le module 2, à l'instar du cadre ACT, on va venir mesurer la performance passée aussi sur les objectifs qu'on a vus dans le module 1, ce qui permet aussi un peu de rendre compte de la crédibilité de la trajectoire. Et il y a aussi une partie donc, plus présente qui s'appelle donc pratique de production, où auparavant c'était basé sur différents documents, notamment réglementation européenne et autres. Et c'est vrai que c'était des données qui étaient extrêmement complexes à obtenir. Voilà, c'était des propositions de taxonomie pour la biodiversité, donc des critères de contribution substantielle à la biodiversité. Et on a vu avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé que c'était assez peu opérationnel.
Donc on est revenu à des choses aussi qu'on sait faire, c'est-à-dire bah, voilà, de l'expertise de nos agences qui ont publié des choses très intéressantes sur différents secteurs. Et donc là, on est venu intégrer directement ça avec une logique de priorisation, d'évitement euh, pour différents secteurs. Donc là, notamment, on a disponible le secteur alors, générique et avec des indicateurs spécifiques pour l'agriculture. Donc dedans, il y a viticulture, arboriculture, élevage, mix aussi, parce qu'évidemment, quand on fait de l'élevage, il y a aussi des céréales et autres, maraîchage, grande culture. On a aussi des indicateurs pour la pêche et l'aquaculture. Et il y a des nouveaux travaux de l'IFREMER qui vont bientôt sortir, et donc on va aussi mettre à jour sûrement la partie aquaculture et pêche, bien que on ait aussi des éléments intéressants, parce qu'il y avait eu beaucoup de travail sur l'affichage environnemental aussi sur ce sujet-là. Sur les énergies renouvelables, on a pu aussi mettre beaucoup d'expertise des deux agences. Il y a l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité, qui est piloté par l'ADEME et l'OFB. Et donc là, on avait des éléments vraiment très précis, très pertinents qu'on a pu intégrer. Et, euh, et voilà. Sur la partie construction et chimie, donc là, on est encore en cours, parce qu'il y a aussi, c'est des secteurs qui demandent aussi beaucoup de travail. Et on souhaitait, enfin, il y a un travail que l'OFB mène sur des trajectoires de filière. Et donc, on s'est dit qu'on allait aussi profiter de ces travaux-là pour travailler, voilà, pas de manière parallèle. Et enfin, sur le 2.3, ça va être les dépenses d'investissement liées à la biodiversité. Donc, voilà, quels sont les CAPEX de l'entreprise sur ces sujets-là, de réduction de pression, d'investissement dans des actifs qui peuvent justement porter préjudice ou au contraire restaurer. Voilà. Donc ça, c'est plus qualitatif parce qu'on n'a pas d'idée concrète de combien il faudrait dépenser. Mais voilà, on évalue la tendance et l'évolution. Ouais, merci. Pour entrer légèrement dans le détail, puisque comme l'a dit Anatole, vous avez la méthodologie qui est en ligne disponible sur le site de l'ADEME, mais globalement, pour vous donner un peu une idée de l'indicateur 2.2, donc dans le module 2, qui évalue les pratiques de production, c'est donc sur ce module-là, comme le dit Anatole, qu'on a les déclinaisons sectorielles. Là, l'objectif de cet indicateur, c'est vraiment d'évaluer qu'est-ce que fait concrètement l'entreprise dans ses opérations directes, qu'est-ce qu'elle met en place comme pratique. On évalue cet indicateur via des matrices de maturité. Donc ça, c'est un indicateur assez intéressant pour le sujet biodiversité, puisque du coup, on a 5 niveaux qui vont donc de basique à Biodiversity Align. Et donc, plus l'entreprise met en place les meilleures pratiques, plus elle a un score qui est important sur cette grille. Et du coup, on a là pour la matrice générique fait ce travail de recenser selon les 5 facteurs d'érosion les meilleures pratiques à date par rapport à une bibliographie qu'on a fait, la consultation d'experts externes et aussi internes. Et ce qui fait que ces matrices, elles dépendent aussi de l'analyse de matérialité, puisque du coup, on a une entrée par facteur de pression, comme on le disait au tout début. Du coup, sur le changement d'usage des terres, on est à la fois sur le suivi et la réduction du taux d'artificialisation. On regarde s'il y a des actions de désartificialisation qui sont engagées, s'il y a un renforcement des continuités écologiques. Sur l'exploitation directe, on est beaucoup sur les stratégies de sobriété eau sur le générique. Sur la pollution, on est à la fois sur la réduction des déchets solides, mais aussi de la pollution lumineuse et sonore qui est importante là dans cet indicateur. On a du coup renforcé la partie espèces exotiques envahissantes avec l'expertise OFB et UICN qui porte un centre de ressources espèces exotiques envahissantes et donc qui disposait d'une expertise pour nous aider à intégrer ce sujet, puisque voilà, aujourd'hui c'est encore un sujet parfois un peu mature, donc on est content de l'avoir intégré à cette matrice. Pour changement climatique, du coup, il faut se référer à la méthodologie Acte Climat. Et en plus des 5 pressions, des 5 facteurs d'érosion, on a ajouté un socle commun qui est celui de la gestion de la biodiversité. Et donc, qu'est-ce que fait l'entreprise sur son site pour que ce soit dans son contrat avec les gestionnaires d'espaces verts, etc. Si elle a des zones
de biodiversité dédiée, etc. Donc ça lui permet à la fois de voir ce qu'elle fait pour réduire vraiment les impacts qu'elle exerce sur les 5 facteurs d'érosion, mais aussi de gérer la biodiversité sur site. Donc voilà, donc la générique, là, aujourd'hui, concerne toutes les entreprises qui ne sont pas des entreprises de l'agri-agro ou des énergies renouvelables. Et donc, comme le disait Anatole, on travaille là, à côté OFB à la consolidation de construction et chimie, et donc qui seront disponibles normalement à la rentrée. Anatole, je te laisse pour la maîtrise agriculture. Oui, merci. Quand je mentionnais pardon, effectivement les expertises d'agence, il s'avère que au moment où on a conduit l'expérimentation, l'ADEME, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l'IFREMER, l'INRAE et l'ADEME ont publié donc une étude portant sur les différents labels et leur impact sur la biodiversité. Donc, ça s'appelle l'étude Biodiv Label et qui a permis, excusez-moi, d'identifier concrètement les pratiques enfin les pratiques sur le secteur agricole qui avaient un impact favorable ou défavorable sur la biodiversité avec des indices de confiance, donc soit très forts, forts et autres. Et donc nous, ça nous a permis de prioriser les endroits où il fallait qu'on mette des indicateurs en face. Donc en gros, il y a eu 9 pratiques qui ont été identifiées comme ayant un impact fort sur la biodiversité avec un indice de confiance fort. Et donc, ça, on les a mis effectivement dans la méthodologie et il restait à trouver des indicateurs en face de ça, puisque dans l'étude, en fait, on voit aussi que dans les différents labels qui existent, tous les labels ne couvrent pas de manière obligatoire et ambitieuse ces 9 pratiques. Et donc là, on allait chercher une autre méthodologie qui est développée par l'INRAE, qui est plutôt utilisée dans les exploitations et enfin, voilà, de manière euh, assez étendue. C'est l'indicateur de durabilité des exploitations agricoles. Donc c'est la version 4 à l'heure actuelle qui est utilisée et qui, justement, en se basant sur des éléments de la PAC, en fait, sur toutes les exploitations agricoles, effectivement, en Europe, font des demandes de subventions et donc publient notamment des éléments relatifs à leurs impacts sur la biodiversité, que ce soit leur nombre d'hectares de forêt, de mètres linéaires de haies et autres. Et donc, avec ces données-là, pouvoir faire tourner justement la méthodologie, que ce soit sur les surfaces de biodiversité, que ce soit sur l'application de pesticides, que ce soit sur la surface toujours en herbe, etc., etc. Et donc avec cette méthodologie qui est à la fois complète mais très facile à utiliser, on a pu mettre en face de ces pratiques de production des indicateurs. Pour le secteur donc agricole. Pour la pêche et l'aquaculture, là, on a repris plus vraiment des labels qui existaient à l'heure actuelle et, comme je le disais, des travaux de l'IFREMER, puisqu'on n'avait pas de méthode entière pour ces catégories-là. Et donc, comme disait Lise, avec ça, on va venir couvrir les 5 leviers de pression. Et ensuite, ça, on a aussi une partie sur la gestion de la biodiversité, donc voilà, qui vise à améliorer aussi l'état de la nature, en venant capturer, notamment sur le secteur agricole, des éléments aussi importants que la diversité génétique, l'accueil de pollinisateurs sauvages, le mode de gestion des zones de régulation écologique. Et donc, ça fait voilà, des indicateurs qui sont vraiment complets sur cette partie agriculture. Et sur la partie pêche et aquaculture, on va essayer sûrement de mettre à jour avec les travaux peut-être de l'IFREMER, en fonction de ce qu'on y trouve aussi. Voilà pour la partie agriculture. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après, peut-être? Ah merci, pardon, j'ai pas vu. Sur la partie énergie renouvelable, comme je le mentionnais, il y a l'Observatoire de la biodiversité et des énergies renouvelables. C'est plutôt dans ce sens-là le titre exact. Et donc avec l'ADEME et l'OFB, on a pu effectivement capitaliser sur sur ces connaissances pour venir nourrir nos matrices et nos leviers de pression avec donc là l'application vraiment aussi d'une approche ERC, donc éviter, réduire, compenser,
La priorité évitant évidemment d'éviter. Donc là, il y a une forte pondération sur l'évitement de zones sensibles, donc des zones humides, des zones avec des forts enjeux faunistiques, enfin, notamment chiroptères et avifaune. Et donc, on va venir évaluer justement le nombre de sites qui sont plus ou moins à distance de ces zones-là. Voilà, il y a l'utilisation notamment d'une matrice piézo, si ça parle à certains, qu'on a réutilisé. L'utilisation, par exemple, aussi voilà, d'indicateurs comme de la MSA pour voir si, en moyenne, le nombre de parcs où la MSA augmente. Voilà, donc là, on a des éléments assez intéressants sur le changement d'usage des terres. Sur les pollutions, l'exploitation directe, on avait aussi voilà, des indicateurs qui ont été mis en avant alors, aussi par d'autres sources, hein, notamment l'IUCN, sur la sobriété dans l'usage de l'eau, l'utilisation même de pesticides sur les bandes enherbées, le lavage même, c'est vrai qu'on y pense moins, mais des panneaux solaires qui peut aussi participer à la modification du milieu, alors d'une manière moins prioritaire, mais tout de même. Donc voilà, on a une pondération à chaque fois dans ces indicateurs. Et voilà, pour ça, on a aussi intégré voilà, les derniers travaux hein, sur tout ce qui est mortalité chiroptère et avifaune, donc avec voilà, des accents sur le suivi de l'efficacité alors pas de la mortalité, mais justement du fonctionnement des systèmes de bridage. Et Mm. donc ça, c'est des choses qu'on a plutôt bien nourries dans cette section-là. Euh, voilà, je t'ai avancé. Merci Anatole. Du coup, donc voilà, les modules 1 et module 2, des modules assez majeurs hein, pour l'évaluation avec biodiversité, que ce soit sur les cibles ou sur les pratiques de production en opération directe. Sur la suite des modules, donc on a le module 3 qui là mesure les investissements immatériels de l'entreprise et de voir si l'entreprise investi à la fois dans la recherche et dans le développement, mais aussi dans l'investissement dans le capital humain pour voir si l'entreprise vraiment se saisit de ce sujet biodiversité. Et ensuite, on a le module 4 qui est un peu le miroir du module 2. Donc, le module 2 était sur les opérations directes et là, on part sur les opérations amont donc c'est à peu près le même. Hein. D'abord, on va évaluer les tendances des impacts passés sur la biodiversité pour les opérations amont et ensuite, on va évaluer les pratiques de production sur l'amont avec voilà, cette logique que pour pouvoir réduire les pressions qui sont exercées sur la biodiversité, l'entreprise doit transitionner sur toute sa chaîne de valeur. Et donc, il n'y a pas que les opérations directes. L'amont compte beaucoup. Et donc, on évalue l'entreprise presque de la même façon que sur les opérations directes. Du coup, pour ce qui est du 4.2 sur les pratiques de production, au début, on avait quelque chose qui ressemblait beaucoup aux opérations directes, c'est-à-dire des matrices de maturité avec des listes de pratiques. Et en fait, pendant la phase pilote, on s'est rendu compte que c'était pas très opérationnel. Et donc, grâce à ce travail de consolidation de la phase pilote et des entreprises qui ont testé la méthodologie, on a recentré l'évaluation sur quelque chose de plus opérationnel et donc sur le sourcing des intrants où là, du coup, on va plutôt voir qu'est-ce que l'entreprise source et on va évaluer donc à la fois la traçabilité, la qualité des données. On regarde si l'entreprise elle a des exigences dans les contrats qu'elle passe avec ses fournisseurs sur des pratiques de production qui permettent de réduire les pressions associées aux produits et ou aux commodités qu'elle source. On évalue aussi l'approvisionnement qui est fait dans les zones sensibles et aussi on a ajouté une notion de vérification de l'approvisionnement en matières premières qui est dit renouvelable pour bien vérifier que ces matières premières le sont. Donc voilà, donc ça, cette modification, elle répond vraiment à la phase pilote, qui nous avait vraiment fait remonter le fait que sur l'amont, on a une collecte de données qui est complexe et donc il fallait être le plus opérationnel possible et du coup, on a modifié en ce sens. Pareil, du coup, le module 4 est pondéré en fonction de l'analyse de matérialité. Si l'entreprise est très matérielle sur l'amont, alors ce module 4 va beaucoup peser dans son évaluation. Sur le module 5, du coup, là, on va être sur le management et donc de voir comment le sujet biodiversité est structuré au sein de l'entreprise. Donc, c'est pour montrer voilà, qu'on essaie vraiment d'évaluer tous les sujets stratégiques pour être sûr que le sujet biodiversité
il est vraiment présent dans la stratégie de l'entreprise. C'est pas juste quelques actions sur site, c'est à la fois des actions sur la chaîne de valeur, mais aussi avec une stratégie structurée, avec des posts sur ces sujets, etc. Donc sur le module 5, le 5 points, on évalue la gouvernance des enjeux biodiversité, donc de voir à quel niveau en fait dans l'entreprise le sujet biodiversité est porté. Est-ce que ça remonte? Est-ce que ces thématiques sont discutées en COMEX ou autre instance? Ensuite, on voit s'il y a une capacité de gouvernance des enjeux, c'est-à-dire que ceux qui sont en charge des sujets biodiversité ont des comités de pilotage, sont structurés pour pouvoir driver ce sujet. Ensuite, on évalue si toutes ces actions en fait sont formalisées dans un plan de transition nature qui répond à des objectifs SMART. On regarde aussi si l'entreprise met en place des mesures d'incitation à la gestion des enjeux de biodiversité pour motiver les collaborateurs à s'emparer du sujet. Et on voit aussi si l'entreprise repense un peu son plan de transition de nature en fonction des différents scénarios biodiversité, en fonction de l'évolution des facteurs d'érosion. Donc voilà pour le module 5. Pour le module 6 et le module 7, comme je le disais, c'est important pour l'entreprise qu'elle prenne en compte toute sa chaîne de valeur. Et donc, sur l'amont, au-delà de mettre en place on évalue vraiment là l'objectif plutôt de résultat sur le module 4. Est-ce que l'entreprise source ses produits de la bonne manière, ses matières premières de la bonne manière? Mais on veut aussi regarder si l'entreprise met des actions en place et une stratégie pour inciter ses fournisseurs à réduire leurs impacts, puisqu'il y a aussi ce sujet d'accompagner aussi les fournisseurs dans la transition. On est parfois des fournisseurs qui sont un peu plus petits. Et donc, on regarde si l'entreprise met en place des choses. Donc, à la fois, on regarde si elle a une stratégie, donc si elle formalise ce qu'elle veut faire. Et ensuite, on regarde si elle le fait vraiment. Et donc, pareil sur le module 7, où là, on est sur l'engagement des clients, ce qui nous permet un peu de pouvoir aussi capter l'aval avec ce module et avec cette idée qu'on essaye de faire changer les comportements sur toute la chaîne de valeur. Ensuite, on dézoome encore un peu et là, on regarde ce que fait l'entreprise par rapport aux associations, aux politiques publiques, etc. On regarde si, donc dans le module 8, si l'entreprise elle a des politiques de sélection dans ses différents partenariats qu'elle fait pour être sûr que il n'y a pas de financement d'actions de greenwashing ou autre. On voit si l'entreprise elle soutient pas d'organisations qui ont des positions qui sont nuisibles à la biodiversité. On regarde aussi, elle, ce qu'elle fait du point de vue des différentes politiques publiques et autres cadres qui sont élaborés, si elle est en soutien de ces cadres ou au contraire plutôt en retrait. Et aussi, on regarde ce qu'elle fait du point de vue de la collaboration avec les communautés locales et les peuples autochtones. Parce qu'on sait que c'est un gros sujet sur la biodiversité. Et enfin, sur le module 9, donc qui est le dernier module, là, on évalue vraiment la structuration donc en 9 points du modèle d'affaires. On regarde si l'entreprise développe de nouvelles activités, si elle se pose des questions de changement de business model en fonction des impacts qu'elle a sur la biodiversité. Et suite au retest, on a modifié le 9.2 et le 9.3 pour pouvoir valoriser les actions des solutions fondées sur la nature. Donc, si l'entreprise met en place des actions solutions fondées sur la nature selon un référentiel très précis, parce que ces actions répondent à des cadres assez précis pour répondre vraiment aux besoins des solutions fondées sur la nature, et aussi valoriser si l'entreprise fait des actions de restauration au-delà de la séquence ERC. Donc voilà pour les modules. Je vais laisser Anatole vous parler de qu'est-ce qu'on obtient à l'issue d'une évaluation ACT Biodiversité. Oui, merci. Et j'essaie de répondre en même temps dans questions-réponses, mais il n'y a pas de questions, donc on répondra aussi à la fin. Effectivement, c'est important aussi tout ce qu'on vous a présenté en fait à la fin, ça s'agrège de manière aussi pédagogique, opérationnel et utilisable en fait via un livrable, donc qui prend alors deux formes, hein, un qui est un outil en ligne qui est vraiment très ergonomique parce que c'est un des retours aussi positifs qu'on a eu de l'expérimentation,
où là, voilà, vous pouvez jongler entre les indicateurs, faire varier les données, comprendre quels sont voilà, les enjeux principaux, là où il y a eu de la enfin, là où il y a eu de la meilleure performance, est-ce que c'est aussi ça qui est le plus pondéré ou non? Donc ça, c'est voilà, un outil qui est vraiment très utile. Et il y a un livrable donc, qui prend la forme plutôt là, d'une présentation où il y a un détail, une explication du ou de la consultante dans cette évaluation, donc les choix qu'il a dû faire. Que ce soit, bah, voilà, je voyais des remarques par exemple sur le bruit de tout le net, que ce soit sur les émissions ou autres par exemple, ou sur certains scopes, types de données, l'application de variables pardon, fixes pour remplacer voilà, des jeux de données. Tout ça, c'est des choses qui sont détaillées, qui permettent d'expliquer aussi bah, la note. Et donc ça, c'est des choses aussi qui sont très utiles et qui permettent en plus d'être circularisées bah, au sein des, voilà, des comités exécutifs, du management ou des parties prenantes. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont très utiles. En termes de livrables, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Sur le retour de la phase pilote, donc effectivement, on a conduit une expérimentation avec 13 entreprises, donc sur une version qui était celle qui a précédé la publication. Donc en termes de trame et de correspondance, voilà, c'est toujours la même méthodologie, c'est juste que comme d'habitude, on fait des amendements aussi en fonction des retours qu'on a. L'idée, c'est pas du tout de faire ces méthodologies enfin, en chambre, mais bien de le confronter au terrain, et c'est vraiment le but de cette expérimentation. Donc là, vous voyez afficher les entreprises qui ont participé à cette expérimentation et on les remercie de leur confiance. C'est le cabinet EVA qui a réalisé ces évaluations. Nous, on était là voilà, pour superviser, répondre aux questions méthodologiques parce qu'il y a aussi des interrogations et des cas concrets. Par exemple, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des filiales dans différents pays. Il y a beaucoup de sites, comment on priorise, etc. Et donc là, c'était aussi intéressant de voir comment ce que nous on a mis dans la méthode, bah, ça se décline concrètement à des cas particuliers. Donc ça a été très riche en enseignements. Juste en dessous, donc vous avez le résultat de l'expérimentation qui est alors à la fois parlant oui et non, donc dans le sens où voilà, donc là on a 32 sur 100, c'est égal, mais en fait avec une vraie disparité en fonction aussi voilà, bah, de la maturité, du secteur dans lequel les entreprises étaient. Et donc on a aussi voilà, des très bonnes notes sur certains modules, on a voilà, des entreprises qui ont eu aussi plus de 60 sur 100. Euh, et le problème, c'est qu'en fait, enfin, c'est pas un problème, mais disons que là, le 32 sur C égal, c'est difficile de savoir si c'est parfois le résultat de l'absence de données ou si c'est la donnée, mais qui montrait que justement qu'il y avait une mauvaise performance. Et donc là, nous, on a vraiment priorisé le côté, voilà, il faut qu'on ait accès à la donnée. Si on n'y a pas accès, c'est que parfois elle n'existe pas. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on s'est concentré dans cette nouvelle méthodologie et qui va fonctionner bah, très bien parce qu'on s'est basé sur des choses réglementaires et on a beaucoup fait ce travail ensuite. Et en termes de structure, bah, par contre, voilà, c'est vraiment la même chose avec ces 9 modules de performance. Et donc vous voyez quand même aussi que bah, c'est assez encourageant en termes aussi de score. Il y a des entreprises qui se fixent des objectifs, il y a des entreprises qui ont fait ce travail d'identification des impacts, des risques et des opportunités. Voilà, et on monte aussi en compétences, enfin, je veux dire, le secteur, enfin, le secteur économique monte aussi en compétences sur ces sujets-là. Il y a 5 ans, c'était le climat, maintenant c'est la biodiversité. Et donc, voilà. Et il y a aussi des entreprises qui sont aussi très en avance, qui ont fait des gros travaux aussi de mapping sur leur consommation d'eau, la consommation de plastique. Voilà, donc il y a des choses très intéressantes. Sur les succès et limites de la méthodologie, voilà, parce que l'idée c'est aussi d'être transparent. C'est aussi ça qui fait euh, la robustesse de la méthode. Donc voilà, comme je disais, il a fallu enfin, conduire des améliorations évidemment, des points positifs, donc notamment l'outil en ligne, hein, qui est vraiment une nouveauté. Avant on était sur Excel, on avait des choses qui sautaient. Maintenant voilà, l'outil c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable. Alors, toujours l'approche ACT, évidemment, reconnue comme ambitieuse et innovante. Voilà, on couvre vraiment tous les enjeux et à chaque fois avec des indicateurs qu'on estime ambitieux. Reste à voilà, déterminer la donnée, donc c'est aussi ce qu'on va mettre en face, c'est-à-dire parfois bah, essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus accessible en termes de données
parce que l'idée, c'est aussi d'embarquer tout le monde et voilà, que la méthode soit utilisable et utilisée. On a conduit des ateliers aussi sectoriels suite à, du coup, à cette expérimentation. Et on remercie encore une fois les entreprises que vous avez vues, qui ont participé aussi activement là-dedans, avec des retours évidemment de terrain, professionnels, extrêmement intéressants. En termes d'amélioration, alors il y a aussi donc l'activité à donner, mais enfin, ça a totalement partie à ça, ça va être la collecte de données, qui évidemment est chronophage, hein. Sur le climat, c'est quelque chose qui était évidemment déjà présent. Donc sur la biodiversité, en fonction aussi de la maturité, de l'organisation, voilà, il y a beaucoup de cas particuliers, ça peut prendre vite du temps. Euh, donc ça, c'est des choses aussi qu'on a essayé d'améliorer avec un questionnaire de collecte plus structuré, voilà, de recommander aussi en amont de l'évaluation, et je l'ai un peu mis en commentaire, évidemment, voilà, disposer déjà d'une stratégie biodiversité avec les étapes classiques d'analyse de matérialité, de dépendance, d'impact, de risque, d'opportunité. Ensuite, donc aussi la logique de priorisation des sites pour savoir évidemment sur quel site déjà on s'engage. Voilà, tout ça, c'est des choses qui aident beaucoup et qu'on a reprécisé aussi euh, comme cas d'utilisation. Voilà pour cette partie expérimentation. Alors après, on va, pardon, on va aller sur la partie comment se faire évaluer. Lise, je continue là-dessus, Ouais. si ça te va. Donc comment? Alors c'est un appel à un bureau d'études formé. Donc alors comment on se forme? Je dis que c'est la question sous-jacente. Bien, à la rentrée, donc là on est en train justement de modifier l'outil en ligne. Et donc les premières formations vont être disponibles courant octobre-novembre. Et l'idée, c'est donc effectivement, et on a déjà beaucoup de demandes, donc c'est pour ça on se presse pour rendre ça disponible le plus tôt possible et démarrer donc tout simplement les premières évaluations. Donc ça, c'est l'aspect organisation. Donc pourquoi? C'est un peu ce qu'on a montré tout au long de ce webinaire. Donc c'est aussi pour évaluer la stratégie biodiversité, les recommandations qu'on a vues avec les livrables, valoriser aussi ça, participer aussi à l'acquisition de connaissances aussi de manière générale. On a vu effectivement qu'il y a, c'est des sujets qui prennent de plus en plus de place au sein des entreprises, hein, le climat, l'atténuation, l'adaptation, la biodiversité. Là, c'est évidemment le sujet qu'il faut à présent prendre en compte de manière stratégique. Alors pour qui, j'ai vu que c'était aussi dans les commentaires, donc c'est vraiment pour tous les types d'entreprises, à partir du moment où on dispose d'une stratégie de biodiversité. Alors là, peu importe qu'elle soit parfaite, justement, c'est aussi l'idée de cette évaluation, de cette méthodologie, pardon, c'est de la tester, de l'améliorer, de justement faire jouer des jeux de données et de pouvoir être utilisé concrètement. Tous les secteurs peuvent utiliser la méthode. Il y a ces secteurs qui ont des impacts prioritaires sur la biodiversité, donc on a des indicateurs spécifiques. Et c'est des choses aussi qu'on espère sûrement décliner dans une version 2 avec d'autres indicateurs pour certains secteurs. Et la durée, alors ça c'est toujours la question importante, mais qui va varier beaucoup. Donc la réponse satisfaisante, je pense, c'est de dire que c'est de 5 à 10 jours en temps homme-femme, et qui en fait est surtout fonction de la collecte de données. Et là, voilà, pour travailler depuis 6 ans sur ces sujets-là, alors soit côté climat puis biodive, ça dépend vraiment des entreprises. Donc voilà, parfois ça peut vraiment être très très rapide. Une fois qu'on a donné l'évaluation dans l'outil, en 2 jours, ça peut être terminé, 3 jours. Voilà, c'est vraiment ce travail de collecte de données, d'échange qui est inclus là-dedans, qui n'est pas un jour de travail sur l'outil, mais voilà, un jour d'aller-retour, de préciser et autres. Et en termes de livrables, je le répète, un rapport individuel et un outil en ligne, et tout ça évidemment est confidentiel avec votre bureau d'études. Enfin, nous, l'ADEME d'ailleurs et l'OFB, on n'a pas accès à ces évaluations, sauf s'il y a subvention. Voilà. Sur la suite de la présentation, peut-être les prochaines étapes, parce que c'est vrai que ça va être le début finalement du commencement, non mais enfin la fin du développement méthodologique, mais le lancement surtout voilà, des formations et du déploiement. Oui, du coup, sur les prochaines étapes, donc comme le disait Anatole, là, les premières évaluations seraient plutôt disponibles à la rentrée courant
courant octobre, puisque du coup, d'abord, il faut développer l'outil et développer les modules de formation pour que les premiers consultants bureaux d'études soient formés et certifiés avec biodiversité et donc puissent ensuite aller évaluer des entreprises. On a aussi, nous, donc côté OFB, mais aussi avec l'ADEME, la consolidation des matrices construction et chimie, puisque voilà, suite au test, on a pas mal de travail, comme on l'a déjà dit, sur ces matrices. Aussi, on est en train de travailler avec, donc au sein de l'OFB, avec les équipes entreprises engagées pour la nature, pour assurer un système de passerelle avec le programme. C'est en cours de définition, mais l'idée est qu'une entreprise avec biodiversité devienne la voie d'engagement des grandes entreprises pour être reconnue entreprise engagée pour la nature. Et donc, on est en train de le fixer, mais donc on va fixer plusieurs scores minimum à atteindre pour une entreprise pour atteindre la reconnaissance entreprise engagée pour la nature. L'idée, c'est que comme dans la logique d'entreprise engagée pour la nature, que ça soit un processus itératif et donc on va définir une première note minimum, puis une deuxième note minimum pour laisser voilà, le temps à l'entreprise aussi de pouvoir s'améliorer et donc de continuer à être engagée et reconnue EN. Comme on le disait déjà, là, on clôture cette phase de développement pour acte évaluation, mais on a bien conscience que la demande, elle est beaucoup aussi sur acte pas à pas biodiversité. Donc, dès qu'on clôture acte évaluation, on se met en marche sur acte pas à pas. Et aussi, c'est important de le noter, il y a pas mal de modifications entre la phase, la méthodologie version retest et la méthodologie aujourd'hui qu'on publie, mais c'est aussi le propre des méthodologies ACT de publier des premières versions, des deuxièmes versions qui peuvent être amendées. Et donc, ça va être aussi important pour nous de voir à l'usage comment cette version va être reçue et on va mettre en place un processus de remontée des usagers, donc que ce soit consultants et entreprises, pour améliorer cette méthodologie. Et aussi, d'un point de vue robustesse, nous, on commence déjà à consolider une feuille de route pour la V2. Alors, ça ne sera pas tout de suite, donc vous pouvez vous lancer sur les évaluations sur cette V1. Mais voilà, il y a cette idée d'amélioration continue des référentiels pour qu'elles soient toujours plus opérationnelles et aussi qu'elles soient actuelles en fonction de l'état de la science. Et donc, voilà, on consolide d'ores et déjà la suite pour cette V2. Donc, voilà pour la présentation de la méthodologie. On espère que ça a été le plus clair possible. Donc, il est 14h30. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat et auxquelles il y a eu des réponses. Donc, si vous voulez, on va se laisser 15 minutes pour répondre aux questions. Et on pourra peut-être revenir vers vous sur d'autres questions ou sur une version FAQ. Ouais. Si jamais mais peut-être on peut répondre à l'oral. Enfin, oui, on répond. Certaines questions. Oui, on répond à certaines questions à l'oral, ouais. Ok. Vous voulez que je vous remonte des questions auxquelles on n'a pas répondu, puisque je me les suis notées. Ouais. Alors, j'ai fait un peu en fonction aussi des questions qui ont été plébiscitées, mais voilà, j'espère qu'on pourra répondre quand même à tout le monde. On a essayé un peu comme on a pu quand c'était des réponses simples qu'on pouvait donner, de le faire dans le chat avec Anatole, enfin dans le Q&A. Alors, il y avait une question sur les analyses de matérialité, si on attend du coup qu'elles soient en net ou en brut. Voilà, sachant que la personne qui pose cette question disait que aujourd'hui, les guidelines semblaient plutôt pousser des analyses en net. Voilà, je voulais être sûre de répondre. Je vais remonter plutôt la question. Du coup, et à mon avis, c'est plutôt en brut, mais peut-être, je ne sais pas si Anatole ou toi vous répondre. Peut-être Anatole, si tu as des éléments là-dessus. Mais en fait, on fait une analyse de matérialité assez classique, donc on n'intègre pas les actions qui sont déjà mises en place par l'entreprise pour réduire ses impacts dans l'analyse de matérialité qui est faite. Ouais, voilà. Une autre question aussi, c'était sur les industriels du secteur agroalimentaire, à savoir si du coup ils doivent utiliser la matrice agriculture. Et comme on a eu le cas dans le cadre du road test avec une entreprise, je me disais que c'était bien de répondre plutôt à l'oral à cette question. Oui. Alors, le choix qui a été fait,
pour le moment, et en accord aussi avec les parties prenantes, ça a été de dire qu'effectivement, on a eu des coopératives dans l'expérimentation, et l'idée, c'est vraiment en fait de demander en fait, aux entreprises qui représentent le plus d'impact biodiversité pour la coopérative. Donc là, on a mis différents types de manières de définir le périmètre. Donc ça peut être voilà, les entreprises qui représentent le plus de chiffre d'affaires, celles qui ont le plus d'impact, le plus de volume, et que elles, du coup, effectivement, remplissent cette partie, donc le module sur les pratiques de production, pour comprendre concrètement quelle est la tendance, quelles sont les pratiques associées à la coopérative, voilà. Et si les 10%, du coup, enfin, ensuite on agrège, on concatène pour avoir la notation. Donc ça fait que s'il y a 100 entreprises, ça fera 10, s'il y en a 1000, ça fera 100, mais là, du coup, faut qu'on précise aussi, effectivement, on est encore en train d'échanger avec des coopératives, parce que je pense qu'il y aura aussi des cas particuliers, et l'idée, c'est que ça se greffe au mieux en fonction du type de, de coopérative, pardon. Ensuite, il y avait une question qui est arrivée au moment de la, pardon, il y a eu une question, pardon, sur la partie, du coup, état de la nature et prise en compte de l'état de la nature. Vous disiez que c'était présent tout au long. Pouvez-vous communiquer les indicateurs qui sont mobilisés et comment les mesurer? Ouais, alors du coup, là-dessus, on n'est pas prescriptif sur les indicateurs d'état de la nature, donc on ne cible pas des indicateurs spécifiques. Par contre, sur le module 1, on évalue si l'entreprise associe à la réduction des pressions des indicateurs de suivi d'état de la nature. Et du coup, c'est pas mal basé sur notamment le travail de Nature Positive Initiative, là, qui a lancé un travail d'harmonisation de comment, enfin, qu'est-ce qu'un bon indicateur d'état de la nature et qui montre, et c'est ce que montre aussi le rapport de l'IPBES, qu'il n'y a pas un seul indicateur d'état de la nature et que en fonction de son besoin, de ce qu'on veut mesurer, de l'échelle, il y a plusieurs indicateurs. Et du coup, nous, on évalue si l'entreprise suit des indicateurs d'état de la nature et s'ils sont robustes, s'ils sont sensibles, s'ils sont accessibles, etc. Donc, on est plutôt là sur une approche par moyen des suivis d'état, des indicateurs d'état de la nature qu'une approche par résultat. Donc, voilà pour le suivi. Et après, sur l'état de la nature, on a aussi toute la partie à chaque fois gestion de la biodiversité sur les pratiques. Et Anatole, si tu veux compléter, vas-y. Oui, c'est ça, voilà. Et sur les pratiques, voilà, on a aussi effectivement, là, du coup, pour le coup, des indicateurs précis sur l'état de la nature et qui peuvent être fléchés sur soit tout simplement enfin, l'abondance des espèces, l'écosystème, l'approche paysagère. Donc, voilà. Ensuite, il y avait plusieurs questions qui revenaient sur l'articulation acte biodiversité et acte climat, même si on a répondu à certaines, peut-être repréciser les choses là-dessus pour tout le monde, notamment la question qui était posée, c'est est-ce qu'il y avait des modules ou des indicateurs communs et si une entreprise avait déjà réalisé un acte climat, est-ce qu'elle doit faire le même travail pour la biodiversité de façon indépendante? Mais je me disais, enfin peut-être je te laisse répondre Anatole, mais je me disais que c'était peut-être l'occasion de parler à terme dans la vision acte pas à pas, l'idée d'avoir quelque chose de plus intégré. Mais Oui, je te laisse peut-être exactement. à ça. Oui. Non, exactement. Sur la partie évaluation, alors il y aura déjà une partie du coup qui sera faite sur la partie climat, si c'est un levier de pression matériel pour l'entreprise. Et aussi, je rappelle qu'évidemment, sur les 5 levées de pression, nous, on priorise ceux qui ont le plus fort impact. Donc, ça fait qu'il n'y a pas forcément tous les levées de pression qui vont être matériels pour l'entreprise et donc les indicateurs associés se déclencher. Donc, ça réduit quand même aussi un petit peu le jeu de données. Mais donc, oui, faut effectivement, même s'il y a beaucoup d'indicateurs, enfin beaucoup, il y a une intrication entre acte climat et acte biodiversité. Il reste qu'il y a effectivement des données, notamment sur la partie quantitative, sites et priorisation qui doit être remplie. Voilà, je pense au mètre cube aussi de consommation d'eau, je pense à la localisation des sites, au volume des commodités sourcées, enfin, les commodités qui ont le plus d'impact, ce genre de choses. Donc oui, c'est d'autres données en plus. Euh, et peut-être, enfin, je voulais l'écrire, mais je savais pas comment le formuler. Rappeler aussi qu'évidemment, nous, on s'inscrit dans une logique européenne, donc associée notamment enfin, voilà, aux exigences de divulgation environnementale, donc sur enfin, les ESRS.
Et donc, on a suivi tout au long du développement et de la simplification des ELCRS, celles qui ont partie liée à la biodiversité, la pollution, l'économie circulaire, pardon. Et donc, l'idée, c'est aussi que voilà, si une entreprise est matérielle au sens de la CSRD sur ces piliers-là, en fait, nous, on puisse utiliser directement ces données-là, histoire de ne pas recréer un énième questionnaire. Et pour les entreprises qui ne sont pas matérielles, c'est la même idée enfin, c'est la même idée aussi. Et en plus, on a un questionnaire adapté qu'on a simplifié aussi, du coup, suite à l'expérimentation. Donc, en 2 mots, c'est intrication, mais données en plus. Ensuite, il y avait plusieurs questions sur des points un peu spécifiques, mais liés à l'exploitation directe et notamment sur la matrice générique, je pense, parce que cette question est tombée à ce moment-là. La question portait sur le fait est-ce qu'on intègre bien l'eau, parce que je pense dans les exemples qui étaient donnés dans les encadrés, il n'y avait pas forcément l'eau. Et après, à mon avis, c'était peut-être sur une autre matrice, la question de la prise en compte de la surexploitation des espèces. Quelqu'un était étonné que ce ne soit pas inclus. Donc peut-être repréciser dans la déclinaison comment les choses sont prises en compte, peut-être. Question là-dessus. Ouais, du coup, sur le générique, si on a bien, vu que c'est cette entrée par facteur de pression, on a bien, et ça figurait enfin, c'est pas grave, de toute façon, on vous fera parvenir les slides et il y a la méthodologie qui est en ligne. Mais donc, il y a bien la partie eau, donc sobriété eau, mise en place de procédés pour suivre les consommations, de procédés alternatifs, etc., pour économiser l'eau, etc. Donc, c'est bien présent dans les exploitations directes. Et pour le moment, sur les exploitations d'espèces sauvages, c'est uniquement dans le module 1 sur les targets. Mais effectivement, c'est pas encore présent dans la matrice générique parce que l'idée, enfin, ce sera aussi à développer, mais c'était d'avoir une matrice qui puisse être générique et donc adaptée et applicable à tous les secteurs et du coup tout ce qui est capture d'espèces sauvages, comme c'est déjà adressé dans le module 1, donc notamment pour la pêche, on ne l'a pas remis dans le module 2. Mm. Si je peux, enfin, ça me fait penser aussi que, de toute façon, si c'est enfin, si, alors, utiliser, c'est un peu un mauvais terme, mais enfin, s'il y a prélèvement ou exploitation d'espèces, du coup, enfin, si le modèle d'affaires c'est ça ira dans le secteur agricole et du coup, soit élevage ou mix farming, ce genre de choses. Et alors là, enfin, et si c'est plutôt l'achat et l'utilisation donc enfin d'espèces justement importées ou achetées. Là, pour le coup, on a bien l'intégration de ça puisque dans les commodités, alors c'est un terme un peu particulier pour parler du vivant, mais des commodités à fort impact, que ce soit par exemple le bœuf ou autre, là effectivement on demande bien le type de commodité, enfin le type de viande, s'il y a des labels, on demande que ça respecte un certain nombre de critères, la traçabilité et autres. Et donc là, il y a de la performance qui est associée justement à ça sur le module 4, donc là, quand c'est commandé. Euh, voilà. Et s'il y a des cas un peu particuliers, effectivement, je ne saurais pas répondre. Faudrait voir. Ensuite, il y avait une question, enfin, il y a pas mal de questions sur la formation des bureaux d'études et notamment les modalités pratiques, les compétences qui vont être requises, le coût, etc., etc. Ça, peut-être que on peut dire qu'à partir de la rentrée scolaire, j'entends, enfin, septembre-octobre, du coup, vous trouverez un peu tous les éléments euh, un peu plus précis là-dessus, sachant que là, aujourd'hui, enfin, pardon, peut-être je te laisse répondre à Anatole, mais il n'est pas possible, en tout cas, pour les bureaux d'études de démarrer là une formation parce qu'on est en train de construire du coup la formation. Je ne sais pas si Anatole. Oui, c'est ça, effectivement. Là, on est en train de finaliser. Enfin, oui, on prépare les formations pour essayer de les rendre disponibles courant octobre, alors peut-être novembre, je sais pas, on va voir. Et en fait, dès que c'est disponible, nous aussi, on a tout intérêt à ce que la méthode se déploie directement. Donc, on informera tout le monde voilà, dans les réseaux dont vous faites partie, que ce soit réseau EN, réseau ACT et autres. Et je pense qu'effectivement, les places partiront sûrement rapidement. Donc on mettra peut-être aussi voilà, plusieurs sessions de formation, évidemment. Et
Et ensuite, sur l'évaluation aussi, peut-être qu'on peut donner une ordre d'idée du dimensionnement de temps à passer, parce que je crois qu'on l'avait à peu près, enfin, suite au Oui, test, j'ai plus en oui, tête, moi. nous on a estimé 5 à 10 jours de ce qu'on a vu. Alors ça peut être plus de 10 jours aussi, mais c'est des cas particuliers. Et en dessous de 5 jours aussi, voilà, c'est des entreprises qui étaient vraiment des pure players de enfin sur certains types d'activités, et du coup qui n'étaient pas très matériels sur les enfin voilà, qui avaient qu'un levier de pression matériel, donc ça allait assez vite. Mais entre 5 et 10 jours. Ouais. Et le coût, le tarif, ça pour le coup, faut qu'on estime encore. Enfin, le coût pour l'entreprise, ça va être le coût temps homme-femme passé par le consultant, qui inclut dedans normalement la collecte de données aussi et l'échange avec le ou la consultante. Et Et sur pour les, rester sur... Pardon, vas-y. non, et pour finir sur les subventions, je ne suis pas en mesure de répondre sur ce sujet-là pour le moment, Oui. malheureusement. Toujours sur le même sujet un peu de la formation, de savoir si du coup c'était exclusivement réservé au bureau d'études ou ça pouvait être aussi des spécialistes environnement en interne des entreprises qui pouvaient la suivre. Je ne sais pas comment, enfin là-dessus, c'est plus côté Oui. ALEM que. Oui, logiquement, effectivement, on a cette possibilité, oui. L'idée étant effectivement de diffuser au maximum, enfin, les bureaux d'études et des personnes en interne sont visés aussi. Oui. Euh, Ensuite, il y a des questions relatives à l'articulation avec le programme entreprise engagée pour la nature. Donc ça, je pense que je peux y répondre, mais à l'oral, c'est plus simple que du coup par écrit. Sur la passerelle et comment ça s'articule, en fait, ce sera basé sur la définition d'un score minimum à avoir lors d'une évaluation ACT biodiversité pour devenir une entreprise engagée pour la nature. Et en effet, pour les grandes entreprises, ce sera la voie de passage exclusive pour pouvoir rentrer dans le programme. Donc, on est en train de travailler justement sur la définition de ce score minimum. Et du coup, l'entreprise, ensuite, bien évidemment, donc deviendra entreprise engagée pour la nature, pourra faire partie du club, etc. Et sur l'effectivité dès maintenant, en fait, ce sera effectif dès que du coup les premières évaluations seront possibles, donc dès que les bureaux d'études auront été formés et que ce sera du coup mis à disposition. Mais on invite les grandes entreprises qui souhaitent rentrer dans l'entreprise engagée pour la nature d'attendre de pouvoir faire une évaluation avec biodiversité pour entrer dans le dispositif. Et Une dernière. oui, ensuite, bon, il y avait après des questions un peu spécifiques sur la définition donnée à produits polluants, mais il y avait des personnes qui avaient liké quand même cette question. Est-ce que ça couvre uniquement des produits contenant des substances polluantes qui peuvent être émises vers l'environnement? Qu'est-ce que ça couvre ou est-ce que ça couvre également l'ensemble du cycle de vie du produit? Dans ce second cas, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir réalisé des ACV pour mettre en place une stratégie biodiversité solide? C'est une question à la fois spécifique, mais aussi un peu large. Du coup, là, sur les produits polluants, donc on a à la fois, on est surtout sur le module 2 pour générique. Là, c'est une définition assez large, hein, et du coup, oui, c'est bien les produits contenant des substances polluantes qui peuvent être émises vers l'environnement, mais ça pense pas ce sujet-là sous l'ACV. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir fait une ACV pour pouvoir faire acte biodiversité, bien que ça donne beaucoup quand même d'éléments et que c'est quand même très intéressant, mais non, c'est pas un prérequis. Il y a un sujet aussi sur l'applicabilité aux institutions financières que je n'avais pas vu, notamment vu l'absence de la prise en compte de l'aval. Ça paraît limité, mais du coup, il y avait cette question de. Oui. Bon, là-dessus, enfin moi, j'ai développé Hack Finance côté donc climat et finance avant, mais non, c'est un gros sujet. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on travaille dessus. Malheureusement, c'est vrai que voilà, c'est aussi un peu un arbitrage entre, enfin, en termes de ressources limitées, de soit acte pas à pas, acte finance. Donc là, on va plutôt sur acte pas à pas, mais c'est vrai que on aimerait bien faire biodiversité et finance avec effectivement ce modèle particulier, parce que là, du coup, tous les impacts vont être sur le scope 3 catégorie 15 et à voir si on pourrait mettre en place une évaluation d'une institution financière sur le secteur générique, mais ça me semble
ça me semble pas forcément être pertinent. Ouais. Donc j'aurais plutôt tendance à dire non. Mais il faudrait essayer peut-être. Mais on n'a pas encore essayé. Ouais. À voir si vous pouvez changer par mail si vous voulez pour Mm. voir. Ok, voilà, je pense qu'on a quand même globalement répondu à la plupart des questions. Bon, il y en avait quand même une, je trouve intéressante aussi, mais bon, c'est un peu prospectif parce que c'est par rapport à Acte Pas à Pas, mais il y avait une question sur quand même les prérequis qui seront nécessaires pour Acte Pas à Pas biodiversité, comme on sait que pour Acte Pas à Pas climat, du coup, il y a l'entrée par le bilan carbone. Mais est-ce que, enfin, je sais pas si on y répond là maintenant. Hmm. Non, bah, enfin, ouais, bah, l'idée dans Acte Pas à Pas aussi, c'est vraiment d'accompagner, et notamment il y a aussi une partie formation, notamment des équipes dirigeantes et autres. Et donc il n'y a pas forcément de prérequis, si ce n'est en fait le temps disponible. Bien, enfin voilà, on signe aussi un commun accord parce que c'est un accompagnement qui est évidemment plus long, hein, qui se fait sur 1 ou 2 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, non, bah oui, bon, on accompagne aussi justement la réalisation des diags. Là, justement, on a une belle articulation à faire entre le diag BPI-OFB, la méthode Biodiversité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochains mois. Donc, a priori, pas de prérequis particulier, si ce n'est que la méthodologie existe et c'est ce qu'on va s'atteler à faire là sur les prochains mois. Voilà, et très rapidement, parce que je retrouve plus la question là pour y répondre, sur la partie périmètre du bloc gestion de la biodiversité, qu'est-ce qui est pris en compte en termes d'implantation détenue par l'organisation? Et du coup, c'est bien l'ensemble des implantations concernant du coup la partie opération directe. C'est ça. Ok, bah, on espère avoir répondu à la majorité de vos questions. De toute façon, on pourra continuer aussi ces échanges là cet été. Donc, on rentre dans la phase de développement de l'outil et de la formation pour que tout ça soit opérationnel à la rentrée. Donc, je pense qu'on aura aussi l'occasion de rééchanger. Et comme le disait Anatole, on vous informera hein, dès que les formations seront disponibles pour que vous puissiez vous former et ensuite évaluer ou être évalué. Donc, merci à tous pour votre participation. Voilà, on espère que ça a pu clarifier cette méthodologie hein, qui est assez dense, mais voilà, qui a l'ambition d'être exhaustive. On a hâte aussi de voir à l'usage comment elle va être, comment elle va pouvoir vivre et évoluer. Donc merci aux participants. Encore merci hein, aux entreprises qui ont participé au road test, à EVA, le cabinet de conseil qui a mené cette expérimentation, et à tous les experts du Technical Working Group qui nous a accompagnés dans cette consolidation. Voilà, Anatole, je te laisse si tu veux dire un mot. Oui, bah, merci pour votre attention, écoute, et puis bah, on reste disponible aussi par mail, évidemment, au besoin. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon après-midi. Au revoir.